8 août 1945. La guerre en Europe est terminée, mais plus à l'est, les canons tonnent encore. À la frontière entre l'URSS et la Mandchourie japonaise, les troupes soviétiques comptent plus d'1 million d'hommes, plusieurs milliers de chars, de pièces d'artillerie et d'avions. L'armée du Kwantung compte quant à elle bien moins d'hommes expérimentés et son matériel est complètement obsolète. Cette dernière s'attend à une offensive soviétique, mais pas avant quelques temps. 9 août 1945, minuit et 1 minute. Comme promis lors de la conférence de Yalta, l'armée rouge lance son offensive après avoir officiellement déclaré la guerre au Japon. Aucune minute n'est perdue, l'objectif de la campagne est d'être la plus brève possible et les soviétiques n'imaginent même pas le contraire. Les troupes aéroportées se lancent à la capture des aérodromes japonais, tandis que l'armée de terre, via 3 fronts différents, prend les Japonais en tenaille. L'offensive est rapide, malgré la résistance fanatique de certaines troupes. Quelques jours plus tard, l'armée rouge établit plusieurs têtes de pont dans la péninsule coréenne grâce au soutien de la flotte du Pacifique. La jonction entre les troupes ne put se faire que bien plus tard en raison de l'extension trop importante des lignes logistiques. Mais les Japonais ne réussirent tout de même pas à bouter ces forces hors de Corée. Le 15 août, Hirohito s'adressa au peuple japonais, l'informant de sa décision de mettre fin aux hostilités et d'accepter la capitulation demandée par les puissances alliées. Si l'ordre fut aussi donné aux soldats de déposer les armes, ils continuèrent à combattre jusqu'à réception de l'information. L'armée du Kwantung cessa effectivement d'exister quelques jours après l'arrivée de la nouvelle, quelques Japonais choisissant de refuser la capitulation. Le 2 septembre 1945, après 6 ans et 1 jour, la signature de la capitulation sans condition du Japon met un terme au conflit le plus sanglant de l'histoire. L'ivresse de la victoire n'est que de courte durée, car se pose maintenant la question de l'administration et de la gestion des pays vaincus. La question coréenne était déjà en suspens depuis quelques années et fut, pour le dire ainsi, réglée à la va-vite. Un trait tiré sur une carte, séparant à peu près la péninsule en deux, et voilà, une zone soviétique et une zone américaine. La conférence de Moscou de décembre 1945 appelait tout de même à la création d'une Corée et d'une administration unifiée via une commission américano-soviétique visant une indépendance d'ici 5 ans. Effectivement, les deux pays n'avaient pas spécialement comme objectif de faire de la Corée un autre terrain potentiel pour un conflit majeur. Le problème d'une administration commune est que les soviétiques et américains n'avaient évidemment pas les mêmes objectifs politiques et ne purent se mettre d'accord sur un dirigeant. Plusieurs années passèrent sans aucune progression de ce projet d'indépendance, laissant les Coréens se faire au statu quo de 2 administrations différentes. Pourtant, ces derniers avaient le même objectif, peu importe leur bord politique, l'indépendance de la Corée. Les premières dissensions se trouvaient dans la façon de trouver l'indépendance. Les communistes coréens, qui se trouvaient alors principalement dans le sud de la Corée, étaient tout à fait en faveur d'une administration commune, tandis que d'autres souhaitaient une indépendance totale, comme le futur président coréen Syngman Rhee. Au nord comme au sud, les graines de la future division totale sont déjà plantées par la création d'organisations quasi-nationales visant à fédérer les zones divisées. Au nord, le Parti du travail de Corée du Nord fut créé, notamment présidé par Kim Do-bong, mais aussi Kim Il-sung. Au sud, toute la zone est gérée par l'administration militaire américaine. Les Américains décident, via l'ONU, d'organiser des élections en Corée pour essayer de régler cette histoire. L'URSS ne le voit pas du même œil, puisqu'il considère qu'il s'agit d'une manœuvre pour mettre au pouvoir l'un des leurs et ainsi évincer toute prétention soviétique en Corée. Dans les faits, les deux pays souhaitaient désormais une indépendance sans unification. Les élections se tiennent donc au sud seulement en juillet 1948, menant à une victoire totale de Syngman Rhee, puisqu'il n'avait en fait pas de concurrence. Son seul concurrent, Kim Koo, qui était dans le passé aux côtés de Syngman Rhee, était en profond désaccord avec la manière de faire de Syngman Rhee, ce dernier ne souhaitant pas forcément collaborer avec le Nord pour ces élections. Kim Koo, quant à lui, était persuadé que l'indépendance passerait par une entente entre les deux zones et qu'il n'était pas recevable de n'avoir des élections qu'au Sud. Finalement, cela valut à Kim Koo de se faire assassiner par son ancien collègue l'année suivante, annonçant la couleur du règne de Syngman. 1 mois après les élections, la première république de Corée est déclarée, maintenant indépendante de jure. Il ne fallut pas attendre bien longtemps une réaction du Nord, qui promulgua une constitution propre à lui le 3 septembre et 6 jours plus tard proclama son indépendance comme République populaire et démocratique de Corée. La majeure partie des troupes soviétiques et américaines quittèrent leurs zones respectives peu après ces événements. Le pire venait de se produire. 2 dictatures antagonistes, l'une mue par le marxisme-léninisme et l'autre par l'ilminisme, venaient de se former avec une frontière délimitée à la règle.
Les deux pays avaient comme objectif ultime la réunification par la force, mais un seul avait alors les moyens et le temps de le faire, la Corée du Nord. La Corée du Sud, bien qu'elle souhaitait reprendre le Nord, n'en avait militairement absolument pas la capacité. Les escarmouches sans fin à la frontière et la guérilla au sud épuisaient les troupes du sud, qui n'avaient ni le personnel, ni le matériel pour une réponse adéquate. Ces prémices à un conflit de plus grande ampleur avaient déjà coûté la vie à des milliers de personnes, dont une grande quantité de civils. Comme je le disais, seule l'armée populaire de Corée, qui par d'ailleurs a été formée plusieurs mois avant l'indépendance formelle du Nord, disposait des moyens pour une réunification par la force. Et ça, ils en étaient bien conscients, puisque la planification de l'invasion débuta des mois en avance. Kim Il-sung, dirigeant de la République, prêcha l'idée auprès de Staline, qui n'en était pas tout à fait réjoui, puisque Kim lui demandait plus ou moins un conflit direct avec les États-Unis. Cependant, le vent tourna lorsque Mao proclama sa victoire dans la guerre civile chinoise, faisant radicalement pencher le rapport de force dans la région en faveur des communistes. Kim Il-sung se téléporta donc en Chine, puisque si vous n'étiez pas au courant, Kim Il-sung pouvait se téléporter, et réussit à obtenir le soutien de Mao, permettant par conséquent d'avoir le soutien de Staline. 12 juin 1950, les troupes de l'armée populaire de Corée se mettent en route vers le 38e parallèle. 23 juin 1950, les forces nord-coréennes ont terminé leurs préparatifs et sont regroupées. 24 juin 1950, les commandants des unités nord-coréennes reçoivent la date et l'heure de l'attaque, les troupes sont sur leur position de départ à minuit. 25 juin 1950, à 4h40, l'artillerie tonne de nouveau dans la péninsule coréenne. L'infanterie et les chars s'élancent vers le sud. L'armée nord-coréenne est alors divisée en deux armées. La première armée est celle qui nous intéressera, puisqu'elle disposait de la seule unité blindée nord-coréenne alors disponible, la 105e brigade blindée. Son objectif était des plus symboliques. Son assaut se portait sur la péninsule d'Ongjin et sur Séoul. Des 258 T-34-85 fournis par l'URSS, 255 étaient prêts au combat, dont 120 dans les rangs de la 105e. Les premiers engagements entre les régiments blindés nord-coréens et les divisions sud-coréennes était un véritable massacre. Comme je l'ai déjà mentionné, ces dernières étaient généralement en sous-effectif et ne disposaient que de très peu de moyens anti-chars. En quelques heures, plusieurs villes tombent sous le contrôle de l'armée populaire. C'est d'ailleurs durant cette période que l'armée sud-coréenne se mit à employer des charges suicides contre les chars, avec des résultats discutables. En moins d'une journée, la 105e brigade blindée se retrouve dans la banlieue de Séoul, à seulement quelques kilomètres de son centre. Voyant la chute de la capitale approcher, Sungman-hee quitta Séoul, en rassurant sa population, tout allait bien et que les troupes sud-coréennes étaient en train de poser des explosifs sur les ponts. Le 28 juin au petit matin, suivant la chute de Séoul, le pont du Han fut détruit sans avertissement, tuant des centaines de personnes et bloquant des milliers de soldats sud-coréens à la merci des troupes nord-coréennes. Suivant son exploit, la 105e brigade blindée reçut le titre honorifique Séoul et fut réorganisée en tant que 105e division blindée. Malgré toutes ces tentatives de ralentir l'armée populaire, l'armée sud-coréenne fut sans cesse repoussée de ses positions. L'assaut se poursuivit au sud, dans la direction de Suwon. Le 4 juillet, les T-34 arrivèrent en ville, mais 2 chars furent détruits par des mines. Ce sont là les premiers T-34 perdus prouvés par la 105e division blindée. Malgré la résistance des Sud-Coréens, la bataille de Suwon fut là encore une victoire rapide de la Corée du Nord, qui ne s'arrêta pas en route. Plus au sud de Suwon, à Osan, les forces américaines qui venaient d'arriver en Corée terminèrent leurs préparatifs défensifs, le 4 juillet également.
Les Américains étaient maigrement équipés pour affronter les effectifs qui allaient arriver, avec une poignée d'obusiers de 105, 2 canons sans recul de 75 et de bazookas. Le 5 juillet, entre 7 et 8 heures du matin, les Américains aperçurent une colonne de T-34 de la 105e en approche, à quelques kilomètres. Les 105 mirent quelques coups au but, mais sans grand effet puisque les chars ne s'arrêtèrent pas. Au fur et à mesure que la distance se réduisait entre chars et fantassins, les Américains se rendirent compte que leur armement n'était pas vraiment suffisant pour affronter une colonne blindée. Tout de même, un des 105 qui disposait d'obus à charge creuse put détruire un T-34 et en immobiliser un autre. Ce canon fut détruit par un autre T-34 de la colonne. Au cours de plus de 3 heures de combat, les Américains tombèrent à court de munitions et une grande partie de la force fut capturée, pour un char détruit et environ 130 soldats tués et blessés. Malgré la défense américaine, bien plus efficace que la sud-coréenne, l'armée populaire continuait d'avancer. Au 9 juillet, seuls 4 T-34 avaient été rayés des listes. Le 10 juillet, les troupes américaines lancèrent une contre-attaque sur les positions nord-coréennes dans la banlieue de Chochiwon. Les Américains comptent sur le soutien de 3 chars M24 qui viennent d'arriver au front. Les T-34 engagent alors les M24 dans ce qui sera le premier combat de chars de la guerre de Corée, en détruisant 2, mais en perdant un T-34 durant l'engagement. Le lendemain matin, un assaut nord-coréen fut lancé sur les troupes américaines qui avaient lancé la contre-attaque, comprenant 4 T-34 et 1 millier de soldats. Ce jour-là, 3 autres Chaffee seront détruits sans aucune perte. Le 12 juillet, la Corée du Nord attaque les dernières positions ennemies à Chochiwon, détruisant là encore 3 Chaffee. La bataille la plus importante à laquelle participera la 105e au mois de juillet était à Daejeon. Une cinquantaine de chars et quelques 20 000 hommes furent déployés pour cette bataille. Ce fut l'opération la plus coûteuse de la guerre pour la Corée, rayant 15 chars des listes. Pour les Américains, ce fut le signal que le Chaffee n'était probablement pas le char le plus adapté pour affronter les blindés nord-coréens, pressant la question d'envoyer au combat le char le mieux armé qu'ils avaient en service, le Pershing. Cette question trouva une réponse, mais un peu plus tard. La priorité actuelle, puisqu'il fut constaté que l'armée populaire de Corée ne s'arrêterait pas, était de les ralentir au maximum, et de fortifier la zone que l'on appellera le périmètre de Busan, à l'extrémité de la péninsule. Fin juillet, un peloton blindé provisoire fut formé à partir de 3 M26 se trouvant au Japon, et expédiés en Corée, mais furent bien vite confrontés à un problème de taille. Le char fonctionnait très mal sur ce terrain et avait tendance à rapidement chauffer, et les chars furent abandonnés après la bataille de Shinju. Malgré tout, l'ennemi principal du T-34 n'était pas le char, mais les escouades anti-chars et le soutien aérien. De nombreux chars furent endommagés ou détruits par les frappes de napalm ou de roquettes américaines. Ainsi, début août 1950, la 105e division ne disposait que d'un tiers de ses effectifs d'avant-guerre en termes de chars. C'est à cette période que la guerre redoubla clairement d'intensité. La campagne aérienne de l'US Air Force en Corée du Nord était d'une très grande efficacité et permit une réduction importante de la logistique nord-coréenne. L'armée populaire de Corée se casse les dents sur le périmètre de Busan, et, combiné au débarquement à Incheon au nord, la guerre semblait tourner au vinaigre. Si les pertes étaient lourdes des deux côtés, pour la première fois, l'armée nord-coréenne n'arrivait pas à briser les défenses américaines, et les forces de l'ONU en général, qui continuaient à être ravitaillées et à recevoir des chars en permanence. Pour compenser ces pertes, la Corée du Nord reçut à une période une centaine de T-34 d'URSS et transférait les chars de sa principale unité d'entraînement aux unités du front. Nombreux de ces nouveaux chars furent directement envoyés près de Suwon, où ils se firent massacrer par les Sherman récemment débarqués à Incheon. Par exemple, en quelques jours fin septembre, les Sherman du 73e bataillon blindé américain détruisirent plus d'une vingtaine de T-34 pour une seule perte. Le 25 septembre 1950, 3 mois après le début de la guerre, les troupes américaines entrent à Séoul au cours d'importants combats urbains, menant à une destruction importante de la ville, pilonnée par l'artillerie et les avions, heure après heure, tuant des milliers de soldats et de civils. Le 30 septembre, les Américains et les Sud-Coréens franchissent le 38e parallèle, et cette fois-ci, c'est leur assaut qui semble inarrêtable. Pourtant, les Nord-Coréens n'en démordaient pas et continuaient à résister farouchement. Malgré leurs pertes très élevées, quelques contre-attaques furent quand même prévues et exécutées, avec peu de résultats. Ayant perdu Pyongyang à la mi-octobre, où, d'ailleurs, les M46 Patton ont détruit une dizaine de T-34, la Corée du Nord lança une retraite désespérée. Il organisa quelques contre-attaques ça et là encore, sans grand succès. Si vous vous en rappelez, avant la guerre, Kim Il-sung avait réussi à obtenir de Staline, mais surtout de Mao, un accord d'aide en cas de pépin. Début octobre, Mao ordonna que des troupes chinoises, renommées Armée volontaire du peuple chinois, soient stationnées à côté du fleuve Yalu, et prêtes à le franchir à tout moment. Le 19 octobre, suivant la chute de Pyongyang, les troupes chinoises se mettent en marche dans ce qu'elles appelleront
la guerre contre l'agression américaine et d'aide à la Corée. Forte de centaines de milliers d'hommes et de centaines de chars, l'armée des volontaires est la seule pouvant rivaliser d'un point de vue numérique avec les forces de l'ONU. Comme l'armée populaire de Corée, l'armée des volontaires disposait principalement de T-34, mais disposait de moyens plus lourds, comme des chars IS-2 stationnés à la frontière au cas où la situation demanderait leur emploi. L'assaut chinois était d'une rapidité similaire à l'assaut coréen du 25 juin, vainquant la plupart des forces de l'ONU sur son chemin. Cette période permit principalement à l'armée nord-coréenne de remettre en état ses troupes, mais surtout son parc blindé, qui avait été quasiment réduit à néant. Cette période marqua aussi le début d'un engagement conséquent des blindés britanniques, qui se démarquèrent surtout par pas grand-chose. Les Cromwell et Churchill engagés n'étaient effectivement pas des plus efficaces, et certains seront capturés au cours de l'hiver 1950 à proximité de Séoul, au cours de la 3e bataille pour la ville. Lors de l'apparition du Centurion au combat, le premier char confirmé comme ayant été détruit par un Centurion était d'ailleurs un Cromwell nord-coréen. Cependant, l'extension des lignes logistiques chinoises et nord-coréennes fit qu'il ne leur était plus possible de continuer leur avancée comme au cours des premiers mois. Au cours de plusieurs opérations, les troupes de l'ONU reprendront d'ailleurs du terrain, finissant par reprendre Séoul lors d'une 4e bataille. Les engagements de chars seront par la suite assez peu fréquents, pour ne pas dire engagements tout court. Fin mai 1951, l'ONU lança une offensive, mais après 2 mois de combat, semblait bien éloignée des grandes offensives de centaines de kilomètres qui la précédaient. Jusqu'à l'armistice du 27 juillet 1953, le conflit resta plus ou moins gelé, les deux côtés peinant à avancer. De 1951 à 1953, la Corée du Nord a pu remettre en état son parc blindé, passant de 77 chars à 255. Elle décida aussi de dissoudre ses divisions blindées et de créer 7 régiments blindés, dont le 105e qui conserva les honorifiques de la 105e division. Suivant la fin théorique de la guerre, la Corée du Nord passa le plus clair de son temps à essayer de renforcer son industrie, et souhaitait alors déjà produire son propre matériel. Évidemment, ce souhait était irréaliste, après une guerre ayant ravagé le pays et détruit son industrie. L'autosuffisance n'était clairement pas un objectif à court terme réaliste. Néanmoins, c'est à cette époque que le pouvoir nord-coréen commença à définir les grandes lignes de sa politique nationale que l'on connaît sous le nom de Juche, notamment via le discours de 1955, amplifiant d'autant plus le régime autoritaire de Kim Il-sung, mais visant principalement à une indépendance économique et militaire du pays. Pour cela, la Corée du Nord avait eu la chance d'hériter de la majorité des industries construites par le Japon à l'époque, et de posséder un grand nombre de ressources naturelles, sur quoi elle capitalisa. Il était tout aussi clair pourtant qu'elle ne pouvait pas produire des chars coréens. Pour l'instant, la plupart de ses créations étaient des copies d'armes étrangères. Le parc blindé nord-coréen grandit rapidement, avec 1 millier de T-34 toutes versions confondues en service, et une douzaine d'IS-2. Ces derniers étant encore une question en suspens, puisqu'on ne sait pas si la Corée a officiellement utilisé ces IS-2. On sait simplement qu'il y en a un dans un musée, mais il pourrait tout aussi bien avoir été offert par les Chinois après la guerre ou que sais-je. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous avertir. On va rentrer dans une partie bien moins documentée de l'histoire des blindés nord-coréens. Il n'existe quasiment aucune source primaire, et la plupart des données sont à prendre avec des grosses pincettes. Il y a évidemment que des choses que l'on sait, par déduction et analyse photographique évidente, mais certaines interprétations autour peuvent tout à fait être erronées, et il est bien possible que certaines choses que je vais dire se trouvent être fausses ou incomplètes dans le futur. C'est toujours un risque à prendre lorsque l'on parle de Corée du Nord. Bref, au cours des années 50, la Corée reçut toujours plus d'aide soviétique sous la forme du T-54, dans ses versions de 1949 et de 1951, fournissant finalement un des chars les plus modernes de l'époque à un pays l'étant beaucoup moins. Plus tard, la Corée réussit même à obtenir des T-55. La Chine n'était pas non plus en reste, étant évidemment l'une des sources de blindés les plus importantes pour la Corée. Outre les livraisons massives de type 59 et dans une moindre mesure de type 62, la Chine fournit aussi à la Corée l'un de ses véhicules phares les plus inattendus, le blindé de transport de troupes type 63. Effectivement, au cours des années 1960, la Corée entreprit la construction de 2 grands sites de production de chars, l'usine Ryukyung-su à Sinhung et la célèbre usine Kusong. Cette première était tout d'abord destinée à la production de blindés légers, comme le PT-76 dont l'URSS avait probablement transféré des pièces détachées. Avec le temps, elle deviendra aussi l'usine derrière la création du transport de troupes 323, oui c'est son nom, juste 323, qui deviendra l'un des incontournables de l'armée populaire de Corée, toujours en service de nos jours et exporté à plusieurs reprises. Selon le narratif nord-coréen, les premiers PT-76 produits à Sinhung sont sortis des chaînes d'assemblage en 1967.
Du côté de l'usine de Kusong, cette usine avait été construite dans le but de produire les blindés lourds, ce qu'elle fit avec un char nommé sobrement, on ne sait pas. La théorie la plus répandue est que son nom serait simplement Char lourd 68, ce qui serait corroboré par le témoignage d'un ancien tankiste nord-coréen que vous connaissez sûrement déjà. Alors, est-ce que c'est une copie du T-54 ou du Type 59 ? Eh bien, on ne sait pas. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence entre ces chars, mais détrompez-vous. Deux hypothèses sont probables. Soit il s'agit d'une copie du Type 59, car le char présente toutes les caractéristiques d'un Type 59 à l'exception de la mitrailleuse antiaérienne de 14.5, soit il s'agit d'une copie du T-54 avec des modifications pour simplifier la production à la manière du T-55, comme une technique d'assemblage différente. À mon sens, il est quand même bien plus probable qu'il s'agisse d'une copie du Type 59, puisque modifier les T-54 pour les faire correspondre au standard T-55 Type 59 serait un effort sans aucun sens, puisqu'il disposait déjà des chars simplifiés, entre guillemets. Dans tous les cas, la caractéristique principale de ce char est la présence d'une mitrailleuse de 14.5. Dans tous les cas, les T-54, 55 et Type 59, s'ils étaient évidemment de très bons chars pour leur époque, le but de la manœuvre était de totalement surclasser la Corée du Sud. À cette fin, le futur projet coréen était des plus ambitieux, et c'est à ce titre que le char porta son propre nom, contrairement aux précédents blindés nord-coréens. Il existe plusieurs théories sur comment le T-62 est arrivé en Corée du Nord. Certaines sources font état d'un transfert de quelques centaines de chars au milieu des années 70, mais compte tenu des échanges passés entre l'URSS et Corée, il semble d'autant plus probable que l'URSS n'ait fourni que des pièces détachées pour les premiers exemplaires et une aide pour l'outillage de l'usine Kusong. La seule chose qui est sûre, c'est que la production des chars de la génération précédente ralentissait, probablement pour laisser une place totale au Chonma. Dans la mythologie chinoise, puis coréenne, Cholima, abrégé en Chonma, est un cheval ailé connu pour sa très grande vitesse. En Corée du Nord, tout particulièrement, le symbole incroyablement célèbre de Cholima était, et est, souvent repris pour symboliser l'industrialisation et l'évolution rapide de la société coréenne. Le nom coulait de source pour le plus grand projet de char du pays, d'autant plus que le T-62 représentait une avance technologique sur la Corée du Sud tout à fait considérable. En 1976, les premiers Chonma sortent des chaînes de production de Kusong. Et, petit aparté, le Chonma ne s'est jamais appelé Chonmao. Le terme O en coréen se traduit dans ce contexte en numéro, et est un nom donné par l'Ouest en combinaison avec un chiffre. Chonmao veut dire Chonma numéro. Ça ne veut rien dire, et ça n'a jamais été utilisé en Corée. De l'extérieur, la principale caractéristique visuelle du Chonma est l'ajout d'une mitrailleuse antiaérienne de 14.5. De l'intérieur, il ne semble pas y avoir de grande différence avec le T-62 non plus, mais il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur, et elles proviennent de Chonma fournis à l'Iran, dont on ne peut pas écarter de petites modifications internes. Des sources disponibles, la production en série du Chonma débuta en 1978, et en grande quantité, puisque la Corée se permit de l'exporter avec 150 unités à l'Iran et un nombre indéterminé à l'Éthiopie, certains de ces chars finissant entre les mains de l'Érythrée. Bref, à la fin des années 70, la Corée du Nord se trouve avoir un avantage technologique indéniable sur la Corée du Sud dans le domaine des chars, ce qui peut faire rire de nos jours. L'usine de Sinhung ne resta pas non plus les bras croisés, puisqu'elle travaillait de son côté sur un char léger coréen sur la base du 323. Ce nouveau char, en service depuis 1981, sera officiellement baptisé Shinhung, ce qui se traduit littéralement par émergent, dans le sens d'un nouvel espoir émergent pour l'industrie coréenne et ses rêves d'autosuffisance. Contrairement au Chonma, fer de lance des assauts blindés lourds, le Shinhung est un blindé léger, mobile et amphibie, permettant un appui pour de brefs engagements grâce à son canon de 85. Comme tous les blindés, le Chonma fut le sujet de très nombreuses modifications. À l'ouest, vous avez sûrement déjà entendu parler de Chonma 2, 3, 4, etc. Je vous en conjure, oubliez ces noms, ils n'existent pas, et on connaît les noms officiels des Chonma, donc pitié pas de Chonma Out 4 ou je ne sais quoi. Initialement, le développement du Chonma semblait calquer celui du T-62, c'est-à-dire qu'il n'y avait que peu de modifications importantes apportées au char, puisqu'il n'y en avait finalement pas forcément besoin. Cependant, la Corée opta tout de même pour quelques solutions nationales, de systèmes, dirons-nous, étrangers. Le plus flagrant qui fut observé pour la première fois en 1985 est l'apparition d'un télémètre laser. Il est évident qu'il reprenait le concept des télémètres laser soviétiques KDT, mais à la sauce coréenne, plus imposant et opérant sur la même base.
Ce télémètre est malgré lui très connu, non pas pour sa présence sur les chars en Corée, puisqu'il ne fut pas utilisé en service, mais bien sur de nombreux blindés d'export qui en furent équipés. Vous avez probablement vu, au cours de la guerre civile syrienne, de nombreux chars avec ce télémètre atypique, jusqu'à la toute fin, puisque suivant la chute d'Al-Assad, des stocks de chars avec cet équipement ont été rassemblés. L'autre principale modification apportée au Chunma à cette même période est l'ajout d'une protrusion en nuque de tourelle, ce qui est probablement un râtelier de munitions supplémentaire. L'industrie blindée nord-coréenne connut alors un grand événement. Elle reçut un T-72 dans sa version basique, au cours des années 80 en provenance de l'Iran. Si l'on peut doucement rire du char à cette époque, il n'en restait pas moins une grande source d'inspiration pour la Corée, puisque tous ses composants étaient supérieurs au Chunma. Il était évident que le T-72 allait être d'une aide précieuse dans le développement des futurs chars. D'autant plus que la Corée du Sud était quant à elle aussi en train de travailler sur sa prochaine génération de blindés en collaboration directe avec les États-Unis, le fameux K1, que l'on ne présente plus. Les ingénieurs nord-coréens furent des plus rapides, puisque quelques années plus tard, en 1992, un nouveau char radicalement différent fut présenté. Le Chunma 92 se présentait principalement avec un nouveau glacis, une nouvelle tourelle, du blindage réactif explosif et des lance-pots fumigènes. Puisqu'il s'agissait encore d'un char très expérimental, plusieurs versions du blindé existèrent, avec un arrangement dépôt différent, plus ou moins de blindage réactif. Bref, le Chunma 92 était plus un char laboratoire qu'un char véritablement destiné au service actif. Il est fort probable que le Chunma 92 servit de base à plusieurs chars expérimentaux, comme celui-ci, très célèbre par les mystères qui l'entourent. Plusieurs sources s'accordent à dire que le char disposerait d'un canon de 125, car il est doté d'un manchon anti-Arcure, ce qui, à mon humble avis, n'est pas un argument vraiment recevable, puisque les 115 mm ont aussi eu un manchon en URSS par exemple. Comme nous le verrons par la suite, la Corée a d'ailleurs dû créer des toiles bien plus importantes pour y installer le 125. Or, ce char dispose d'une toile classique, comme aperçu sur le Chunma 92. Il faut aussi noter que ce char dispose d'un blindage assez hors norme par rapport aux autres chars nord-coréens. Vous le savez, suite à l'effondrement de l'URSS et à la perte de ce partenaire des plus importants, la Corée du Nord fut frappée d'une grande famine au cours des années 90. Cette période ne fut donc pas la plus productive pour les usines blindées, mais dès la reprise en main relative de la situation, la Corée présentait un nouveau char, au nom mais aussi à l'histoire qui fait débat. Je vous présente le Chunma 98. Alors, par rapport au nom. La Corée du Nord utilisait traditionnellement le calendrier Juche, en plus du calendrier grégorien. L'apparition du Chunma 92 en 1992 faisait sens, d'un point de vue de nomenclature. Cependant, le Chunma 98 est apparu en l'an 2000. Le problème, c'est que même avec le calendrier Juche, cela correspondrait à l'an 89. La théorie la plus vraisemblable est que la personne qui a rapporté les noms des chars nord-coréens s'est simplement trompée, et qu'il est tout à fait possible que le char s'appelle Chunma 89, signe d'un retour à l'idéologie du pays. Enfin, le char pourrait tout simplement avoir été conçu en 1998 aussi, mais là encore rien n'est confirmé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Chunma 98 n'est pas une évolution, mais plutôt une régression par rapport au Chunma 92. Le char abandonne le nouveau châssis du 92 pour un retour au traditionnel Chunma, mais retire aussi et surtout tout le blindage réactif explosif présent en tourelle, en modifiant quelque peu cette dernière. Cela peut s'expliquer par le même contexte que j'ai présenté. La Corée se retrouvait à une époque charnière de son histoire, où elle se retrouva plus que jamais isolée, et il n'est pas impossible que le manque de soutien financier et matériel soviétique l'ait empêché de poursuivre la production de ses composants, si l'on part du principe que le blindage réactif était, osons le dire, du contact 1, et que le blindage de caisse était par exemple similaire au composite soviétique, on ne peut pas exclure que la Corée n'ait pas eu l'autorisation ou la capacité matérielle de continuer sur ce chemin. Pour compenser ces manquements, le Chunma 98 fut sujet à une modernisation assez importante en 2001. Le Chunma 214, qui s'appelle comme ça car je ne sais pas, allait devenir la référence visuelle des futurs chars nord-coréens. Ce char reprend dans les grandes lignes la base du 98, mais y ajoute principalement de nouveaux éléments de blindage boulonnés, à la manière d'un T-62M. Ce surblindage permet de renforcer rapidement le char, sans avoir à modifier toute sa structure, d'autant plus que l'épaisseur effective permet une augmentation considérable de son blindage. Pourtant, comme de nombreux chars déjà, le Chunma 214 était principalement un blindé de transition, vers une version bien plus perfectionnée du char, tellement qu'il fut à tort considéré comme une nouvelle lignée à l'ouest. Ce char, c'est le Chunma 215, que vous avez probablement déjà vu sous le nom de Pokpung ou Pokpung-ho, ce qui est là encore erroné, puisque la Corée confirme bien que ces chars font partie de la lignée Chunma par leur nom. Si un seul chiffre sépare le 214 du 215, les chars sont pourtant bien différents, bien plus que les chars que l'on a vus jusqu'à présent. Si, d'extérieur, ils ont l'air, de se ressembler grossièrement,
On se rend compte des différences en faisant attention aux détails. Déjà, le char est incroyablement influencé par le T-72, rallongeant son châssis permettant d'y ajouter une paire de galets, ce qui a probablement permis une modification importante du glacis et de son blindage, visuellement bien différent de ce que l'on voyait alors. Le char dispose aussi d'un tout nouveau surblindage de tourelle, épousant mieux les formes de la tourelle, de même pour la caisse. On peut aussi noter l'apparition d'une sonde aérologique, témoignant d'une amélioration nette de la conduite de tir. L'une des influences du T-72 se retrouve aussi sur le système d'alimentation en carburant. Contrairement aux anciens Chunma, utilisant de simples bidons posés sur les déports de caisse, le 215 incorpore des réservoirs intégrés. L'un des ajouts les plus uniques est la présence de haut-parleurs sur la tourelle, permettant au char de communiquer directement avec l'infanterie, mais ce concept sera rapidement abandonné pour des raisons peut-être évidentes. Ce char fut rapidement suivi de la version finale de cette série, le Chunma 216, 216 étant une référence à l'anniversaire de Kim Jong-il, le 16 février. Le char ne changeait pas grandement par rapport au 215, mais n'en était qu'une version finalisée. Quelques changements ont été apportés à la caisse et à la tourelle, comme le changement de la disposition des lance-pots fumigènes, mais rien de très important. Il convient aussi de noter que le passage sur une sorte de plateforme hybride entre le T-62 et le T-72 permit à la Corée du Nord d'améliorer la motorisation du véhicule avec un moteur au moins équivalent à celui du T-72, c'est-à-dire de 780 chevaux. Il semble évident que le Chunma a aussi pris du poids, dépassant ses 37 tonnes initiales. Selon les dires d'un ancien tankiste coréen, le char ferait entre 47 et 50 tonnes, ce qui ne me surprendrait pas, étant donné l'augmentation de la taille du véhicule et d'une répartition du poids qui n'est peut-être pas optimale. La conduite de tir est aussi décrite d'une manière qui fait tout à fait penser au système 1A40 du T-72. Ce qui là encore ne serait pas surprenant, puisqu'ils ont tout à fait pu copier le système très rudimentaire qu'est la 1A40. Pour rappel, la 1A40 originale est un système assez primitif, permettant de calculer un point de visée d'une cible en mouvement automatiquement, mais ça s'arrête à ça. Il n'y a pas de correction automatique ou de calcul constant comme on pourrait le voir dans des systèmes plus modernes. Finalement, le Chunma 216 s'imposera comme LE char de l'armée populaire de Corée, étant clairement le plus présent dans les parades, les entraînements, etc. Les améliorations apportées au char au fil du temps sont probablement ses versions les plus connues, tellement que je n'aurais même pas besoin de les évoquer. En 2013, une version de parade du 216 fut présentée avec 2 missiles anti-char et un missile air-sol attaché à la tourelle. Il semble cependant que cette version du char n'était qu'une version entre guillemets de propagande, puisqu'elle ne fit plus jamais son apparition sous cette forme. Quelques années plus tard, en 2017, le 216 participa à des exercices avec un nouveau carénage pour les missiles qui furent déplacés sur le côté de la tourelle. Il faut noter que ces missiles sont guidés via le même boîtier que le télémètre laser, celui-ci disposant désormais de 2 voies, dont une pour le guidage du missile. Cette version ostentatoire du Chunma 216 atteint son apogée en 2017. Le 15 avril, les citoyens nord-coréens virent défiler sur la place Kim Il-sung un char équipé de 2 missiles anti-char sur un flanc de tourelle, de 2 lanceurs solaires sur un mât de l'autre et 2 lance-grenades au milieu. Il va de soi que cette version du char n'est absolument pas faite pour le combat, mais comme démonstration de force, présentant des caractéristiques qu'ils peuvent avoir sur le papier, mais dont il est peu probable de voir la couleur dans la réalité. Et effectivement, dans tous les exercices suivants en 2018, le Chunma 216 reprendra sa version normale, sans tout cet équipement superflu. Enfin, je m'avance beaucoup, mais il n'est pas impossible que si la guerre reprenait, on pourrait voir les Chunma équipés de certains de ces équipements. Pour la Corée du Nord, le Chunma 216 représentait l'apogée du T-62, le potentiel maximum qu'il était possible de tirer du char, fortement limité par sa puissance de feu notamment, puisque les missiles anti-char avaient vocation à compenser le manque d'allonge du 115, et possiblement les lacunes en production de munitions suffisamment puissantes, il fut décidé de concevoir une nouvelle famille de blindés armés d'un 125. Ce nouveau char rompit avec la tradition, et fut officiellement nommé Songun 915. Son nom fait directement référence à la politique de Songun, faisant de la chose militaire l'émanation de la patrie. L'armée se doit être au cœur de la construction du pays et de la sauvegarde de la révolution, pour le dire dans des termes nord-coréens. En 2009, la production de ce nouveau char débuta, et reçut probablement ce nom puisque le Songun fut inscrit dans la constitution nord-coréenne la même année. Le Songun 915 est un char des plus intéressants, car il pousse la T-72isation de leur char à son paroxysme. Le pilote à gauche laisse sa place à une position centrale, le compartiment moteur a été totalement revu et accueille désormais un moteur de 1200 chevaux, ce qui est une amélioration énorme par rapport aux anciens moteurs T-72, mais pas physiquement impossible, puisque par exemple, la Russie avait réussi à sortir 1200 chevaux à partir de la même architecture, avec le V99. Pour une masse donnée de 44 tonnes, cela ferait du Songun 915 un char vraiment mobile, mais évidemment, rien du tout n'est vérifiable. Vous aurez remarqué,
que l'autre principale caractéristique du 915 est sa tourelle, combinant des pièces moulées soudées entre elles. Il est difficile d'affirmer exactement pourquoi un tel choix a été fait, mais on peut émettre quelques hypothèses. La première, c'est que cette tourelle était nécessaire pour accueillir le 125, mais que la Corée n'avait pour X raisons pas la capacité de produire des tourelles mécano-soudées plus grandes. Ensuite, peut-être que les avancées dans le domaine du blindage composite firent que les ingénieurs coréens optèrent pour cette solution afin d'obtenir un arc de protection plus uniforme et plus large qu'avec leur ancienne tourelle. Dans tous les cas, les sources nord-coréennes indiquent un niveau de protection très élevé de base de 900 mm d'équivalent d'acier contre les charges creuses. 2 années suivant sa présentation officielle en 2010, le 915 fut aperçu avec un nouveau blindage réactif en tourelle et sur le glacis. Les Coréens prétendent que ce blindage fournirait une augmentation de 500 mm d'équivalent d'acier contre les charges creuses. Là encore, il s'agit d'une donnée difficilement vérifiable, mais pas non plus hors des limites physiques. Depuis lors, c'est cette version du 915 qui apparaît le plus fréquemment lors de ces rares apparitions, puisque oui, malgré tout, le 915 reste un char relativement rare par rapport au Chunma 216, et il n'est pas impossible qu'il jouisse d'un statut d'élite, entre guillemets, réservé aux meilleures unités de la 105e division blindée. En 2012 également, le 915 est présenté en musée, dans une configuration assez intrigante, puisque là aussi équipé de 2 missiles anti-chars et solaires en tourelle. Cette configuration de propagande fut présentée au public et au monde entier en 2018, mais l'analyse ne diffère pas du 216. Cette configuration ne se retrouvera pas sur le terrain par la suite. L'utilisation du missile Bullseye 5, une version coréenne du Cornet, comme arme secondaire pourrait néanmoins indiquer des capacités anti-chars limitées et un manque de maîtrise de la technologie du missile anti-char tiré par canon. Mais revenons un peu en arrière, nous sommes en 2011. En décembre, le chef de l'État, l'étoile brillante du mont Paektu, le soleil éclatant du Juche, le cher dirigeant qui est l'incarnation parfaite de l'apparence que devrait avoir un dirigeant, Kim Jong-il est mort. À sa place lui succède Kim Jong-un, un homme assez peu connu somme toute. Kim Jong-un aime l'armée. Il aime évidemment les missiles, mais il aime aussi les chars. Il aime beaucoup les chars. Ce qui fait que si vous êtes ici, vous avez un centre d'intérêt commun avec Kim Jong-un, si jamais il vous arrivait de le croiser et discuter autour d'une clope. Pour vous raconter une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut car elle est probablement plus drôle que vraie, il est dit qu'en septembre 2010, Kim Jong-un effectua une visite guidée au musée de la Victoire. Kim Jong-un pointa du doigt un char et demanda au guide de quel modèle il s'agit. La guide répondit « un T-34 ». Kim renchérit « quel est le calibre de ce canon ?» La guide répondit « un 76 mm ». Kim examina le char et dit « non, vous savez, les T-34 ont soit un canon court, soit un canon long. Le canon court est un 76 mm, le canon long est un 85 mm. Ce char a un canon long, donc je pense qu'il a un 85 mm. Il conseilla à la guide de mesurer le calibre du canon. Kim s'arrêta plus tard devant un canon automoteur et demanda son calibre. Un 76 mm, répondit la guide. Kim répondit donc qu'il s'agissait d'un Su-76. Les automoteurs existent en modèle Su-76 et Su-100. Le Su-76 dispose d'un canon de 76 mm et le Su-100 d'un 100. Il pointa de nouveau un T-34 à côté. Quel est le calibre de ce canon ? 85 mm, répondit la guide. Kim acquiesça et dit « les T-34 ont soit une, soit 2 trappes en tourelle. Le char avec une seule trappe est armé d'un 76 alors que ceux avec 2 trappes ont un 85 mm. » Bref, il faut retenir que Kim Jong-un aime les chars, et que vous l'avez probablement croisé sur War Thunder ou World of Tanks. Sous cette ère, au lieu de continuer à améliorer les Chunma ou le Songun, les ingénieurs de l'usine de Kusong repartirent de zéro. En 2020, 9 chars apparaissent sur la place Kim Il-sung et n'ont rien, mais rien à voir avec les générations précédentes. Ces chars, nous le saurons plus tard, s'appellent Chunma 20, mais je reviendrai sur ce point. Les premières réactions ne manquent pas. C'est une copie du T-14, c'est une copie de l'Abrams, c'est une copie double à grand carreau. Bref, la Corée du Nord venait apparemment de produire son premier char, suivez mon regard. Malgré des ressemblances visuelles ça et là avec ces chars, il est évident que la rupture est là encore totale, avec de nombreuses technologies apparentes, qui n'ont rien de nouveau, mais qui sont assez communes dans d'autres pays. L'architecture initiale du char est probablement celle du 915, reprenant un compartiment pilote central et un arrière similaire. Mais le char était rallongé, les galets rétrécis et une 7ème paire s'y est rajoutée. Pour rester sur la partie mobilité, le char dispose de chenilles à double axe, une première en Corée du Nord. Le châssis est aussi l'un des points les plus mystérieux du char. Le glacis, fortement rifté au boulonnet, semblerait contenir du blindage réactif, mais il ne semble pourtant pas y avoir de séparation nette entre chaque pseudo-bloc, ni de façon simple de le retirer, ce qui peut faire douter de la nature même du blindage. Est-ce bien du blindage réactif explosif, ou bien une autre forme de blindage plus simple, peut-être tout simplement rajouté par-dessus le blindage initial ?
Ensuite vient la tourelle. Là, les réactions étaient aussi partagées. S'il était assez évident que le système de protection active en était bien un, certains pensaient qu'il ne s'agissait que des lance-pots fumigènes. Une théorie partie en fumée, si je puis me permettre, après à peu près 5 secondes de réflexion. Bref, là encore, le fait que la Corée du Nord possède un système de protection active hardkill semblait être un défi technologique irréalisable, comme s'il ne fonctionnait pas sur un principe qui était déjà en service dans les années 80. Là encore, pour rappel, l'un des plus grands défis pour faire un bon APS hardkill, ce n'est pas de réussir à faire exploser quelque chose, la pyrotechnie, ça a quelques siècles d'histoire derrière elle quand même, mais de pouvoir identifier et discriminer la menace rapidement, efficacement et sur un secteur important. Il est totalement possible que le char utilise un APS avec des radars n'étant pas forcément aussi bons que certains à l'ouest, mais qui font le travail contre des projectiles basiques dans un arc limité. Il faut comprendre qu'un APS hardkill est à la portée de tous les pays. Mais un bon APS, c'est une autre paire de manches. Évidemment je m'égare, mais c'est aussi pour ça que les APS hardkill mettent un temps fou à entrer massivement en service. Il y a une quête de la perfection inatteignable, mais la Corée, pragmatiquement, a simplement pu faire le choix d'un système correct, qui puisse être déployé rapidement et n'ayant pas coûté trop cher en R&D. L'une des innovations majeures du char, et qui là encore, je dois le répéter, est à la portée de tous les pays, c'est la présence de viseurs à imagerie thermique. Je ne vous refais pas le coup du faire une thermique, c'est facile, une bonne c'est une autre histoire. L'armement principal est également une question épineuse. La seule chose qui est sûre, c'est que le canon a été rallongé et qu'il dispose d'un arcuromètre. La question du calibre reste tout de même en suspens. On sait que le char utilise des obus en un fardeau unique et que l'équipage comprend 4 hommes. Dans ce cas, un canon de 125 pourrait être une grande difficulté à charger, ce qui est peut-être l'un des points qui n'a pas aidé le Songun 915. Certaines théories avancent donc la présence possible d'un canon de 115 mm, mais évidemment plus performant que les anciennes générations, et même peut-être plus que le 125 qu'ils avaient. Là aussi, la problématique du missile tiré par canon se pose, puisque le char dispose encore de 2 Bullseye 5 rétractables. L'un des changements les plus sous-cotés du char est peut-être le remplacement de la mitrailleuse de 14,5 par un lance-grenade, ce dernier étant bien plus utile et tout simplement pratique de nos jours. Je vais aussi aborder un point important, qui est l'équipage du char. La parade de 2020 était très différente des autres et montrait en général une montée en puissance et une modernisation de l'armée coréenne. Outre l'apparition pour la première fois du Chunma-20, la parade présenta de nouveaux équipements d'infanterie, dont un nouveau camouflage. Là où je veux en venir, c'est que les tankistes ont reçu un tout nouvel équipement. Fini le bleu de travail avec un casque intercom à la soviétique, les tankistes sont là équipés de véritables uniformes, de gilets tactiques et de casques modernes. Alors évidemment, là encore, tout cela est très commun dans nos armées, mais c'est, je trouve, l'un des petits signes qui font que ce n'est pas fait que pour la propagande, mais bien par véritable effort de modernisation. Ainsi, j'irai peut-être à contre-courant d'une pensée relativement majoritaire, mais le Chunma-20 est pour moi un vrai char. Ce n'est pas qu'un outil de propagande. Ou là, regardez-moi, on a fait un char qui a l'air moderne. Là où je suis plutôt d'accord, néanmoins, c'est sur le fait que cette version présentée en 2020 était loin, très loin d'être la version finale du char, et qu'on était plus sur une série qu'on qualifierait de LRIP, soit de production initiale à basse cadence. Je ne dois pas être le seul à le penser, puisque la Corée a continué dans les années suivantes à améliorer le char. C'est véritablement en 2024 que le Chunma-20 sera véritablement médiatisé au cours d'exercices de l'armée populaire, comprenant 8 de ses chars. En 2023, le char avait été présenté avec un nouveau blindage réactif explosif en tourelle, dont le placement n'est pas sans rappeler le Songun 915. Vous avez absolument tous vu ces images de Kim Jong-un pilotant un de ces chars. Eh bien, c'était pendant ces exercices en mars. J'aimerais aussi noter quelque chose quant à ces exercices. On voit clairement, sur certaines images, que certains chars sont assez différents. Là, par exemple, on voit que le char à l'avant ne dispose pas de sonde aérologique, mais plutôt d'une antenne supplémentaire. Si vous faites attention, vous pouvez aussi voir que les charges de l'APS sont orientées de façon bien moins efficace que les chars derrière. C'est purement une supposition de ma part, mais je me demande s'il n'y a pas une version de commandement du Chunma-20 qui aurait peut-être un APS factice. 2 mois plus tard, une visite de Kim Jong-un à l'Académie de Défense Nationale permit d'en apprendre plus sur le char. C'est là que l'on vit, par exemple, qu'il n'utilisait pas d'obus en plusieurs fardeaux, ou bien la caméra thermique employée. C'est aussi là que l'on découvrit une sorte de copie du moteur allemand MT883, et il est très facile de faire le lien. Est-ce que le Chunma-20 utilise une copie d'un moteur allemand de 1500 chevaux ? Eh bien je le pense, mais pas sur cette version. Le Chunma utilisait encore un compartiment moteur visuellement très similaire à ceux des T-72 et dérivés, ce qui fut aussi modifié sur la prochaine version. J'avais aussi dit que j'allais revenir sur le nom du char. Eh bien à cette occasion on a pu apercevoir, en très mauvaise qualité certes, une plaque où était écrit Chunma 2, sous une photo du char avec un caractère derrière. Soyons honnêtes,
Le nom Chonma 2 ne veut pas dire grand-chose. Lors de la dernière parade en octobre 2025, le char dans sa dernière version fut officiellement nommé Chonma 20, et là on peut se dire que le caractère derrière le 2 était peut-être un 0, et que l'on a juste mal nommé le char jusqu'à présent. Dans tous les cas, si j'ai employé Chonma 20 jusqu'à là pour tous les modèles, c'est car je pense que le nom a effectivement toujours été Chonma 20. Mais en parlant de la dernière version, eh bien qu'est-ce que c'est ? En novembre 2024, une nouvelle version du char fit son apparition. Visuellement, les changements les plus frappants sont au niveau de la tourelle. Son agencement a été totalement retravaillé en conservant les mêmes capacités et semble maintenant plus proche d'un K2 que d'un Abrams. La grande nouveauté est le remplacement du système de protection active par un système bien plus proche de, par exemple, vraiment au hasard, le GL6 chinois, avec 2 charges supplémentaires. Cela démontre que le char était véritablement encore dans une phase très précoce de développement, et le changement d'APS est, il faut le dire, un excellent choix, qui résistera bien plus à l'épreuve du temps que la configuration type afghanite, mais aussi à mon sens, une preuve de plus que le char n'est pas qu'un atout de propagande, puisqu'il y a des choix vraiment techniquement justifiés qui sont faits, même si le char n'est pas exempt de défauts, comme le viseur du chef de char à moitié bloqué par la moitié de l'équipement tourelle, ce qui là encore pourrait tout à fait changer dans le futur, au profit d'une configuration type T90M ou T14, avec un viseur panoramique combiné à l'armement secondaire. C'est aussi avec cette version que le compartiment moteur fut retravaillé, agrandi, et il est possible qu'il soit équipé effectivement de la copie du moteur MT883, toujours avec un échappement latéral. En mai 2025, Kim Jong-un visita l'usine où est produit le Chonma 20, et cette visite permit d'obtenir quelques informations, notamment le fait que les canons étaient probablement toujours en phase expérimentale, puisque beaucoup d'exemplaires se trouvaient sur des bouts de bois, au sol. Bon, on peut pas faire technologique partout, hein. À l'heure où j'écris cette vidéo, c'est-à-dire sûrement 4 heures avant sa sortie, la dernière apparition publique du Chonma 20 était lors de la parade d'octobre, où plusieurs exemplaires du nouveau modèle défilèrent. Pour finir, j'aimerais simplement dire que la Corée du Nord est fascinante. Pas pour son idéologie ou sa dictature brutale, mais par la capacité d'un tel pays à encore exister. La Corée du Nord et par extension son industrie blindée semblent être des anomalies de l'histoire, et pourtant ils sont là. Avec finalement très peu, elle a réussi à maintenir un certain niveau technologique dans le domaine des blindés pendant quelques temps face à son adversaire du Sud, avant que celui-ci reprenne les devants en seulement quelques années. Si le Juche n'a pas permis une autosuffisance totale de la Corée du Nord, il a permis au Songun de pouvoir exister et de prévaloir aujourd'hui, la Corée étant une gigantesque usine militaire à toit fermé. Pour l'instant, les chars nord-coréens modernes n'ont pas connu leur baptême du feu, mais plus le temps passe, et plus cette éventualité semble de plus en plus probable. Il n'y a qu'une chose à faire, espérer que cela ne soit jamais le cas. Bon, la dernière fois que j'ai terminé une vidéo de cette manière, le pays concerné s'est fait envahir le lendemain, donc... Mais j'avoue quand même que voir un Chonma se faire détruire en Ukraine, ce serait plutôt drôle.